On va vous remercier du côté des chercheurs, des discutants également. Gardez Salwa Ben Agmouche qui va accueillir dans quelques instants sa collègue Anen Oueslati. Voilà. Et dans la même foulée, je vais proposer aux représentants de Franprix de nous rejoindre. François Larson, directeur de la stratégie et en charge de la RSE. Formidable de profiter de sa présence. Éric Schall également fait office au titre du comité scientifique de la FFF d'experts. Éric Schall, conseil en propriété intellectuelle. On va, voilà, prenez la place de votre collègue d'il y a quelques instants. François Larson, un petit point d'étape, ça chauffe la voix, vous pouvez enlever votre masque. Comment ça se passe pour vous jusqu'ici? Très bien. Si, ça fonctionne, ça fonctionne. C'était très bien, ravi d'être là, très intéressant. Première table ronde auquel j'aurais aimé participer, parce que, voilà, sujet, non mais voilà. On est effectivement très confronté à tous ces sujets-là, nous aussi chez Franprix, et le sujet était passionnant pour l'instant, très à l'aise avec tout ce qui a été dit, donc très content. Quand on dit OK pour participer à une table ronde sur ce sujet-là, est-ce que ça veut dire qu'on arrive avec beaucoup de champs à explorer ou au contraire beaucoup de réalisations derrière soi du côté de Franprix? Je pense que sur la RSE, on est plutôt dans le champ constant que dans la réalisation, donc plutôt dans le champ, dans l'exploration, etc. Mais aussi avec un peu de recul sur ces 10 dernières années, et donc avec un avis aussi forcément sur les choses. Mais je pense que la RSE, par définition, on est plutôt dans la projection que dans la réalisation. Éric Schall, bonjour. Bonjour. Vous êtes un prestataire pour des très grandes entreprises. Vous me disiez il y a quelques jours que vous sentez sur vos propres activités une forte pression pour, à votre tour, entrer dans ce registre de la responsabilité. Ah oui, déjà en tant que prestataire extérieur, on commence à recevoir en fait des demandes d'information de nos clients. Alors la plupart du temps des grands groupes qui nous demandent en fait effectivement de répondre. Par exemple, il y a à peu près un mois, on a reçu en fait un questionnaire de 48 pages d'un client. Avec des termes qui pour certains me sont totalement étrangers, donc pour être tout à fait honnête, je me suis senti un peu dépassé. Voilà, et effectivement on commence à... Et puis on a senti aussi que chez nos collaborateurs il y a un intérêt pour la chose. Et alors moi pour tout dire, en fait je suis un peu inquiet de la première table ronde parce que j'ai entendu que le consommateur était le grand oublié. Alors comme c'est la table ronde des consommateurs, je suis très inquiet. Merci pour la transition. Alors, table ronde numéro 2, la perception de la RSE par les consommateurs. On est en ligne jusqu'à 16h30. Vous pouvez déjà en ligne, cher auditoire, à distance, nous irriguer de vos remarques. Même si on ne les traite pas, elles seront projetées à l'écran. Anen Oueslati, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous, oui. Non, mais c'est le running gag. À chaque fois, on va avoir un problème. Est-ce que... Recommencez, Madame Oueslati, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous. Formidable. On vous suit sur 15 minutes et puis ensuite vous serez pilonné de questions ou de commentaires. Il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup. Comme a dit Eric, comme a dit Marie-Catherine tout à l'heure, donc le consommateur, c'est bien le grand oublié de tout ce processus-là, de toute cette stratégie RSE. Pour cela, on va s'y intéresser aujourd'hui à travers 2 études. Une étude ethnographique sur les réseaux sociaux, notamment, et les médias sociaux de certains réseaux de franchise, et une étude qualitative auprès des consommateurs. Donc, les objectifs de ces études, c'est tout d'abord d'étudier les attentes des consommateurs en matière de RSE, voir si ça correspond à ce qui est défini dans la RSE, donc à travers les différentes dimensions écologiques, sociales et sociétales. Étudier dans un deuxième temps le niveau de sensibilité des consommateurs aux différentes communications RSE des enseignes en franchise. Et puis en troisième position, d'identifier les particularités RSE des réseaux de franchise du point de vue du consommateur, voir si il y a quelque chose par lequel les réseaux de franchise se distinguent dans ce sujet de la RSE. Donc, la première étude ethnographique, elle a été menée sur les réseaux sociaux et les médias sociaux de 27 réseaux de franchise étudiés, donc plutôt 27 enseignes de franchise étudiées. Donc sur leur compte Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube principalement. Donc nous avons opté pour une posture d'observation non participante vu le temps limité qui a été consacré à ces observations.
Les publications RSE du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021 ont été donc observées et collectées. Donc nous sommes arrivés à peu près 871 retours, dont 339 retours clients argumentés. Et donc tous ces retours ont subi une analyse lexicale dont les premiers résultats sont les suivants. Donc comme on peut voir à travers le nuage de mots à partir du corpus global, l'appréciation globale des politiques RSE et des communications RSE des réseaux, elle est appréciée par les consommateurs, donc elle est félicitée aussi par les consommateurs. On retrouve des termes comme voilà, merci, bravo qui apparaissent en première position pour le fait d'avoir fait quelque chose. Donc on est en train de remercier et de féliciter les enseignes qui tentent de faire quelque chose, de changer le monde en quelque sorte. Et donc on parle de beau, d'initiative, de pouvoir. Donc ce sont les termes qui apparaissent en première position, donc à travers ce nuage de mots des 871 commentaires collectés. Donc, si on regarde l'analyse des similitudes du corpus élargi, donc on retrouve un peu les mêmes groupes où il y a les remerciements, les félicitations d'avoir fait. Donc, on trouve dans le groupe en bleu les verbes d'action. Donc, on remercie, on félicite les enseignes qui sont en train de faire des choses, de penser. Mais il y a aussi un groupe en fait de mots autour du coût de la RSE ou des arguments RSE ou des produits, des services qui présentent, on va dire, un argument RSE. Donc ça, c'est un peu l'externalité négative, en quelque sorte, ou la contrainte liée au consommateur en général par rapport à tout ce qui est RSE. Il y a cette perception de prix supérieur. Donc cette étude, elle est intéressante parce qu'elle nous a permis d'avoir une vue d'ensemble de la perception des consommateurs, des politiques, des efforts RSE des entreprises, des réseaux de franchise en particulier. Mais il y a quelques lacunes qui mériteraient quand même d'être soulignées. Tout d'abord, l'absence de l'étude des antécédents et des conséquences des commentaires laissés sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, on est malheureusement dans un climat qui n'est pas forcément très éthique. Donc, il y a des agences de notation, des agences de e-réputation qui pourraient des fois être amenées à noyer, on va dire, la bonne réputation de certaines enseignes ou l'inverse, à noyer le poisson lorsque des clients mettent des avis négatifs. Donc, les commentaires, ils sont bien évidemment, ils doivent être retenus avec beaucoup de précautions. Et puis les biais possibles liés à l'accès à tous les commentaires, parce que nous avons remarqué aussi à travers cette étude ethnographique que certains réseaux de franchise avaient supprimé certains commentaires. Donc on voyait par exemple qu'il y avait 500 commentaires, mais en fait on peut accéder ou voir que 15 ou 16. Donc ça veut dire qu'il y a des commentaires qui pourraient être supprimés, ce qui limiterait encore une fois la portée de cette étude. Pour cela, on a jugé important d'aller voir ces consommateurs ou ces clients des réseaux de franchise. Donc, on a mené une étude qualitative consommateur. On a interrogé 13 répondants à travers des entretiens semi-directifs. Dans ces entretiens-là, on a exposé les consommateurs à une liste de 27 enseignes de franchise qui ont été étudiées par Martine dans l'axe 1. Chaque consommateur ou chaque répondant était amené à choisir un réseau pour la suite de l'entretien. Donc, il n'y a pas, en fait... je ne vais pas peut-être donner des éléments de résultats, mais il y a deux réseaux qui se distinguent, qui ont été choisis par, on va dire, 80% des consommateurs. Donc, peut-être un petit résultat aussi, c'est que ces deux réseaux, donc, ils sont caractérisés par leur fort engagement RSE. Donc, ces entretiens ont été menés par visioconférence ou par téléphone et ont été réalisés entre avril et juillet 2021. Donc les thèmes qui tentaient abordés, c'est la relation à l'enseigne en franchise choisie, dans un premier temps, l'importance de la dimension RSE pour le consommateur, et puis les perceptions des communications RSE des différents réseaux de franchise ou de l'enseigne particulièrement retenue. Donc les premiers résultats montrent qu'il existe 3 groupes de consommateurs face à l'argument RSE. On a pu identifier le premier groupe qui constitue peut-être le tiers de l'échantillon, celui des individualistes. Donc pour ce groupe-là, l'argument économique est primordial, il est premier. Donc on peut éventuellement ou finalement choisir un produit, un service, rien que sur la base du prix, peu importe l'engagement RSE de la marque ou de l'enseigne en question. Donc le deuxième groupe est celui des altruistes. Il faut dire que c'est un groupe, mais il est constitué par un seul répondant dans notre échantillon, donc il faudrait peut-être le souligner. Donc ces altruistes trouvent que le monde est en danger et qu'eux, ils ont un rôle pour sauver ce monde. Donc
Pour eux, la primauté de l'engagement RSE des marques, elle est très intéressante à mettre en place. Et puis, pour eux, ils pourraient éventuellement payer un prix beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort, pour éventuellement choisir un produit ou service qui respecte la RSE, on va dire en général. Le dernier groupe, c'est celui qui compose en plus grande partie notre échantillon, près de la moitié de l'échantillon en quelque sorte. Donc c'est un groupe avec des motivations plutôt équilibrées entre l'intérêt personnel et l'intérêt des autres. Donc l'argument RSE, en fait, il est très important pour ce groupe-là, mais s'ils sont amenés à payer un prix beaucoup plus fort ou finalement à laisser tomber leur praticité ou convenance pour ce produit, ils vont laisser tomber quand même cet argument-là, donc pour leur propre ego. Donc la perception de la RSE pour le consommateur pourrait se distinguer par les éléments suivants. Tout d'abord, le consommateur il perçoit une importance relative de l'argument RSE en fonction de ses valeurs personnelles. Donc il n'y a pas de secret. Plus on a des valeurs fortes, donc engagées dans le cadre de ce monde, de cet environnement-là, plus on va bien évidemment chercher l'argument RSE dans les produits et les services qu'on achète. L'expérience personnelle, elle est également importante, c'est-à-dire si ça touche à une cause personnelle qui nous concerne. Donc, éventuellement, plus la cause nous touche, plus on va chercher les produits ou les services qui défendent cette cause-là. Et puis, il y a aussi l'apprentissage du consommateur. Donc, plus il va être déçu tout au long de son, on va dire, parcours de consommateur dans les promesses ou à travers les promesses des marques qui n'ont pas été remplies, plus il percevra moins bien, on va dire, cet argument RSE. Donc, il est important de dire aussi que le consommateur ne perçoit pas les mêmes priorités en matière de RSE que les entreprises, puisque lui, il trouve que la qualité du produit, elle est, pour lui, un argument RSE non négligeable, donc placé en première position, suivi du prix. Donc une marque qui fait attention à son portefeuille, à son pouvoir d'achat, donc elle est jugée comme étant RSE friendly, si j'ose utiliser le terme. Et puis la convenance, donc tout ce qui va faciliter sa vie de consommateur. La qualité de service aussi, notamment la qualité de l'accueil et du conseil. Ça revient à plusieurs niveaux, au niveau de l'entretien ou des entretiens menés. Donc la RSE, elle est importante pour les consommateurs que nous avons quand même interviewés, mais reste une condition, on va dire, insuffisante, puisqu'elle est souvent assimilée malheureusement à des mensonges, des leurres, des tromperies. Donc là, je reprends les termes qui ont été utilisés par les répondants. Pour la perception de la communication autour de la RSE, donc comme a dit Martine tout à l'heure, il y a beaucoup de groupes, ou de... Peut-être de l'eau. Je me permets. Alors, super. Alors, ça va aller ou Salwa doit prendre votre relais? Non, ça va aller. Alors, il y a... Tousser un bon coup, peut-être, si je puis me permettre. Oui, quitte à vous absenter quelques instants, on va comprendre. Alors, pour le groupe qui est pour la communication autour de la RSE, donc ils mettent l'accent ici sur le rôle pédagogique des marques. Pour eux, le consommateur doit être sensibilisé par les marques. Donc, les marques, elles ont un rôle clé dans cette communication, puisqu'elles permettent en même temps de rassurer les consommateurs sur leur choix de la marque ou de l'enseigne. Donc, pour les personnes qui sont contre, ou le groupe qui est contre, la communication RSE, c'est une tentative de manipulation du consommateur pour eux. Donc, ils pointent du doigt le manque de crédibilité des communications RSE et les incohérences des fois perçues entre l'activité de la marque et les engagements qu'ils essaient de mettre en avant. Donc, on parle d'une absence de communication RSE qui est suspecte. Donc là, il faut répondre peut-être aux interrogations de certains réseaux de franchise qui se posent la question sur le fait de communiquer ou pas autour de la RSE. Donc l'absence de communication, elle est suspecte et source d'interrogation pour les consommateurs. Donc l'étude qualitative nous a permis aussi d'identifier 3 paradoxes au niveau du consommateur
paradoxe ou pathologie ou syndrome. On parle de 3 paradoxes, dont le premier paradoxe est celui du paranoïaque. Le consommateur paranoïaque, il apprécierait énormément des efforts RSE de la part des marques, mais il trouve que ce sont des tentatives pour le leurrer, pour le tremper, etc. Donc on l'a appelé le paranoïaque. Le deuxième profil de paradoxe, ou le deuxième paradoxe finalement, c'est le paradoxe de l'autruche. Donc ce consommateur, il est conscient des répercussions de ses actions, de sa consommation sur l'environnement, sur la société, mais il ne change rien de son comportement, tout simplement pour les différents arguments éventuellement économiques, de convenance, etc. Le troisième paradoxe est celui du schizophrène, et ce consommateur-là, donc c'est un peu comme le montre ce verbatim, ah ben bravo, donc il apprécie tous les efforts de la marque, mais je n'y crois pas. Donc c'est un peu le syndrome du schizophrène. Donc pour les particularités RSE des réseaux de franchise, donc nous avons pu identifier que les réseaux de franchise se distinguaient des autres modèles par un ensemble de caractéristiques appréciées par les consommateurs et plus proches, on va dire, de leur définition de la RSE. Il s'agit de marques enseignes, donc avec une approche humaine des clients fortement développée. Donc tout d'abord, à travers la proximité géographique et d'accès. Donc les réseaux de franchise se rapprochent, on va dire, des clients. Ils vont vers eux à travers le déploiement des magasins un peu sur tout le territoire national, voire même international. Donc ce qui va faciliter l'accès aux produits et services aux consommateurs. Donc ça répond un peu à un besoin de convenance ou de praticité. Deuxième proximité, c'est la proximité relationnelle, notamment par l'accueil en magasin. Donc, le magasin, c'est un outil de reliance sociale, donc à travers les vendeurs, qui va aider les consommateurs à bien se sentir. Donc, ça va améliorer le bien-être du consommateur et ça va répondre à des besoins de contact social dont il fait preuve. Le troisième type de proximité, c'est la proximité identitaire. On sait que les magasins en franchise, ils sont fortement, où chaque magasin, il a une forte empreinte liée à son dirigeant, on va dire. Donc, cette proximité identitaire, elle va avoir un impact aussi sur les valeurs, on va dire, des consommateurs, puisqu'ils vont aussi s'approprier les valeurs qui sont mises en avant par cet entrepreneur indépendant. Donc, pour conclure cette étude ou cet ensemble d'études consommateurs, nous pouvons dire qu'une marque responsable pour les consommateurs est avant tout une marque éthique, transparente et respectueuse des attentes de ses clients, que la communication autour de la RSE interviendrait consciemment ou inconsciemment dans le choix de la marque enseigne par le consommateur, donc ça reste quand même un élément important, et que la dimension client est à considérer par les marques enseignes dans leur engagement RSE, donc elle serait plus forte chez les réseaux de franchise, notamment à cause des différentes dimensions de la proximité dont on vient d'évoquer. Voilà. Merci, on va associer à ces applaudissements vos collègues juste avant pour vous remercier de ce point. Reprenez place, je pense que votre micro va être aménagé. On va essayer de booster un peu le micro en pupitre pour que vous puissiez vous en passer. Ah, il y en a un autre encore, il s'en révèle à tout moment. Et peut-être un point d'étape avec vous, Agnès Rambaud. Je vous ai vu écouter, là on parlait du consommateur, c'est le nerf de la guerre. Qu'est-ce que vous avez repéré comme item, comme question ou comme conviction intéressante? Enfin, moi, on se dit toujours que le consommateur n'est pas encore forcément au rendez-vous ou qu'il y a un décalage entre ses intentions d'achat et ses actes d'achat. Mais en même temps, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là parce que ce qui était signal faible hier est en train de devenir signal fort. Et du coup, je voulais rebondir sur votre propos, monsieur, quand vous disiez que vous avez reçu un questionnaire de 48 questions. Je pense que quand on est en B2B, pendant longtemps, on s'est dit de la même manière, nos clients ne nous le demandent pas. Puis on commence à avoir les questionnaires arriver, les EcoVadis. Je ne sais pas si vous connaissez les questionnaires EcoVadis. Et puis les exigences vont aller croissantes. Et l'autre jour, j'étais chez Mazars, cabinet de conseil. Ils m'expliquaient qu'ils ont reçu un courrier de AXA qui leur dit qu'à partir de début 2023, ils ne travailleront plus qu'avec des Gold EcoVadis. C'est-à-dire, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est-à-dire plus ça va aller, plus de toute manière, les clients en B2B, ce n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, même nos clients consommateurs, je pense, vont être de plus en plus sensibles à tout ça. Donc, voilà, faut entendre les signaux faibles que vous avez bien présentés.
François Larson. Ouais, non, je me permets de compléter, je suis complètement d'accord. La schizophrénie, évidemment, elle existe, mais elle existe entre le franchiseur et le franchisé, elle existe entre le magasin et le consommateur. Il y a toujours une forme de schizophrénie, mais sur l'ensemble des sujets, que ce soit les sujets RSE, les sujets prix, les sujets, tous les sujets dans le commerce. Là où je vous rejoins complètement, c'est que c'est même plus un signal faible, en fait. Aujourd'hui, oui, le client est toujours un petit peu schizophrène, et en même temps on y est confronté tous les jours. C'est une question qui le passionne, qui l'interpelle, qui le questionne. Et alors après il convertit pas, mais en tout cas c'est plus de l'ordre de quelque chose qu'on doit ou pas prendre. On sait qu'on doit le prendre. Après, est-ce qu'il faut communiquer dessus ou pas, est-ce qu'il faut en parler ou pas, ça c'est un choix de chaque enseigne, mais en tout cas on sait qu'on doit prendre le sujet, et le client nous pousse. Et en fait, j'étais l'autre jour chez Système U, ils avaient la présentation d'une étude qui a été faite par, je ne sais plus quel cabinet d'études, avec tous les critères de choix, enfin d'attente des consommateurs. Et ce qui nous a marqué, par exemple, et ça nécessite que vous aussi, vous soyez très attentifs à ça, c'est par exemple, on pourrait penser que le packaging, c'est un sujet important. C'est vrai que chez Sephora, par exemple, ils ont mené des travaux pour diminuer de plus de 30% les impacts environnementaux des emballages, notamment au moment de Noël et tout ça. Mais en même temps, dans l'étude qui a été présentée, les emballages, ça arrivait en dernier, probablement à cause de la crise Covid. Et les items qui arrivent en premier, c'est m'assurer que les produits que j'achète vont me faire du bien à moi, que les crèmes que j'achète vont pas être pleines de parabènes et je sais pas quoi, que les produits que j'ingurgite sont bons pour la santé. Donc en tout cas, moi je pense que le consommateur il est de plus en plus sensible à tout ça. Et après, il faut écouter finement les sujets qui les intéressent en fonction de vos secteurs d'activité pour pas communiquer sur le packaging si c'est pas du tout le truc qui leur parle, quoi. Ouais, si, je vous rejoins totalement. La vraie complexité, parce qu'au final, RSE, c'est tellement large, on peut tout dire et rien dire. La vraie complexité, c'est de saisir le bon sujet au bon moment, parce que les sujets sont très mouvants. La RSE, vous en avez parlé, je crois, tout à l'heure, vous avez utilisé le mot mode. Et il y a une mode aussi dans la RSE sur les sujets qui sont traités, selon le contexte économique, selon le contexte écologique, etc. Donc, il faut réussir à être sur le bon sujet au bon moment. Et en même temps, il faut aussi réussir à pas trop se décentrer. On a aussi parlé de la stratégie RSE tout à l'heure d'une entreprise. Il faut avoir un minimum de conviction et de pérennité dans ses propos pour être crédible sur un sujet. Donc toute la complexité, moi je trouve, en étant sur du B2C et encore plus sur l'alimentaire, qui est quelque chose de forcément très challengé, c'est de jouer avec ces différentes tendances. Et ça, c'est très compliqué. François Larson, quels sont les 3 mots-clés qui structurent la démarche RSE de Franprix aujourd'hui ? C'est simple, c'est les petits ruisseaux. Nous, on a fait le choix de ne pas communiquer, typiquement, pour plein de raisons, parce que ne pas communiquer, c'est des arbitrages entre plein de choses. C'est des arbitrages budgétaires, c'est parfois des arbitrages de positionnement, c'est parfois des arbitrages entre j'ai envie d'en parler, mais je ne me sens pas crédible, donc j'en parle pas. Enfin, donc c'est plein de choses. Nous, on a fait le choix de ne pas en parler, assez peu. Et d'être plutôt dans la preuve, dans la réalisation en tout cas, sans être forcément dans la preuve, mais de travailler au quotidien pour mettre des choses en place et que ça finisse par se voir. Je vous donne un exemple sur le transport. Nous, on livre depuis 2012 par la Seine, par exemple. On pense que c'est beaucoup plus fort de voir dans Paris des containers sur une barge en fluvial avec écrit Franprix dessus que d'aller coller du 4x4 dans le métro en disant qu'on fait des efforts dans notre logistique. Donc pour nous, la preuve a beaucoup d'importance, et pour nos franchisés aussi, en plus, je trouve. Vous revendiquez l'idée que ces questions de responsabilité s'attachent à des recrutements d'ingénieurs au sens de gens capés, de gens qui savent de quoi ils parlent. Comment est-ce que c'est humainement, dans les talents, dans les compétences, pris en charge autour de vous et par vous ? Non, mais alors, pour faire écho un petit peu à la table ronde précédente aussi, moi je pense que c'est très important que ce soit au COMEX. Donc je le suis et c'est important parce que je le porte au quotidien. Tous les membres du COMEX de Franprix ont aussi un objectif RSE dans leur feuille de route. L'ensemble des salariés du siège ont un objectif RSE qui leur est propre selon leur direction. On a une direction RSE qui n'est pas énorme parce que Franprix n'est pas une très grosse boîte, mais c'est pas une personne qui est en charge de la RSE, c'est plusieurs personnes. Et puis après, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont portés par d'autres directions avec des experts métiers, typiquement sur la logistique. À la DAF, on a des gens aussi spécialisés sur ces questions-là pour tous les sujets de taxes. Il y a des sujets comme la taxonomie qui arrivent, etc. C'est des sujets qui méritent d'être en veille. Donc voilà,
il faut construire des compétences, s'entourer, avoir des gens qui connaissent ces sujets-là. C'est pas des sujets selon moi, qu'on fait à la petite semaine comme ça. Et comment vous y êtes venu, vous ? Nous, moi, oui. ou personnellement, oui. Moi, c'est par hasard. Dans l'enseigne, c'est très porté par notre direction générale, qui est très sensible depuis toujours. Moi, à titre personnel, c'était un sujet qui m'intéressait. Puis c'est un hasard de calendrier, moi, tout simplement. Quand vous dites tous les salariés, en termes d'évaluation annuelle, je devine, oui, ont un objectif RSE ainsi désigné. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple pour le salarié de Vierzon qui est magasinier ? Alors, pardon, la plupart de nos magasins sont en franchise, donc c'est les effectifs sièges. Et alors justement, vous me tendez une perche, la déclinaison chez les franchisés de ces bonnes pratiques et quelle police vous faites ou quelle carotte vous offrez ? On n'offre pas tellement de carottes pour le coup. On pense que dans la franchise, il y a des droits et des devoirs des deux côtés. Nous, on a des devoirs en tant qu'enseigne, donc on porte un certain nombre de sujets, on investit dans un certain nombre de sujets, le développement produit, la logistique, des choses qu'on peut maîtriser en amont et qu'on propose à nos franchisés, ça c'est notre devoir. Et eux n'ont pas tellement le choix en fait dans le faire ou pas faire. Si on décide nous d'être neutre en carbone sur la logistique d'ici 3 ans, ce sera $1 pour le franchisé et c'est nous qui portons l'ensemble du sujet, par exemple. Donc ça c'est nos devoirs. Le franchisé a aussi un certain nombre de devoirs. Notamment ceux qui sont légaux ou réglementaires, la loi Garot, les sujets de froid pour les magasins par exemple, la production froide, voilà. Et puis après il y a tout l'entre-deux et c'est cette partie-là qui est intéressante parce que c'est là où on s'amuse vraiment, parce que c'est là où on co-construit, c'est là où on crée, soit il va trouver un bénéfice économique direct, soit il va trouver un bénéfice en termes de communication, soit c'est par croyance aussi ou par volonté d'engagement. Vous en avez parlé tout à l'heure sur les sujets sociétaux. Les franchisés sont vachement plus investis dans la vie locale qu'une succursale, par exemple. Donc, c'est là où on s'amuse. Est-ce que Franprix a surinvesti certains champs de la RSE ? On voyait tout à l'heure que l'environnement accaparait et attirait, aspirait les investissements. Est-ce que vous avez une sorte de mapping de ce que représentent vos efforts ? L'environnement, il a été très investi, mais par l'ensemble des enseignes, pas que par nous, parce qu'il a été pris d'un point de vue financier. Le sujet de l'environnement, il a un ROI très direct, la plupart du temps, soit en se faisant accompagner sur des économies d'énergie, soit en investissant dans des structures et en étant subventionné, etc. Donc le sujet environnemental, moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles il a été aussi vite préempté, c'est aussi parce qu'il a été très vite accompagné par des mesures économiques qui ont favorisé ça. Donc nous, on l'a beaucoup investi, mais au même titre que n'importe quelle autre enseigne. Là où on investit plus, je dirais que c'est sur la logistique, mais parce qu'on a la chance d'avoir un réseau de 900 magasins, mais qui est assez concentré géographiquement, ce qui rend les opérations logistiques intéressantes, et on peut tester pas mal de choses. Le prochain chantier que vous lancez autour de la RSE, ou le prochain résultat que vous attendez d'un chantier lancé il y a quelques semaines ou quelques ans ? Le sujet sur lequel on travaille beaucoup, mais parce que encore une fois il est vu d'un point de vue financier, c'est les sujets énergétiques qui avancent beaucoup ces derniers temps. Donc c'est là-dessus qu'on attend, qu'on a beaucoup de travail, qu'on n'est pas encore bon. Je voulais juste signaler quelque chose parce que je l'avais déjà repéré puis j'ai vérifié dans le programme. Mais vous êtes directeur de la stratégie et de la RSE, c'est ça ? Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça montre bien que la RSE, c'est pas le petit programme qu'on va faire à côté parce qu'il faut y aller, quoi. Mais que vous inscrivez vraiment ça au cœur de vos réflexions stratégiques sur l'enseigne. Ça rejoint aussi les travaux sur la raison d'être. Je pense que dès lors qu'on comprend que la RSE va nous éclairer sur l'avenir, nous aider à prendre en compte un grand nombre de facteurs qui vont modifier le business à terme, on comprend bien qu'il faut l'encapsuler dans la stratégie. C'est un vrai signe, ça aussi. Éric Schall, l'expert que vous êtes du comité scientifique interne ou périphérique à la FFF, qu'est-ce qu'il a entendu du propos de Mme Oueslati ?
Alors moi j'ai deux questions en fait qui concernent les chercheurs sur la partie consommateur, parce que je me suis dit que finalement les consommateurs ils sont impactés par finalement des éléments tangibles. Ces éléments tangibles ils peuvent être positifs, j'imagine, je sais pas, l'étiquetage produit, la communication pour autant que la marque en face, mais aussi par des éléments négatifs, par exemple des crises, une communication, enfin un problème soulevé par la presse, des problématiques, je sais pas, récemment on a vu dans le cadre d'RGPD du flicage de clients ou de personnel. Et donc je me disais, enfin c'est une question, est-ce que en fait les réseaux, et donc particulièrement dans le cadre de la franchise, sont armés pour créer ces éléments tangibles qui permettent aux consommateurs de voir qu'il y a une réalité? Donc ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est que je pense qu'il est vraisemblablement plus facile pour un réseau de montrer une démarche RSE lorsqu'elle est dans une activité de service de proximité que lorsqu'elle vend des produits qui sont fabriqués à l'autre bout de la planète. J'imagine que c'est la même chose pour un réseau qui génère de grosses marges et qui a donc des moyens par rapport à un réseau qui, malheureusement, a des marges qui sont plus faibles et donc a peu de moyens. J'imagine encore que finalement, quand on travaille dans un domaine d'activité qui impacte négativement, fortement l'environnement, c'est compliqué. Et donc la question c'est, est-ce que vous pensez que les réseaux, d'une manière générale, doivent arriver à dépasser leurs propres limites? Et est-ce que le fait d'être dans la franchise aide, entre guillemets, à ça? Ou est-ce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire? Voilà, c'était ma deuxième question. Et la troisième, elle est un petit peu pour tout le monde, et elle rebondissait sur une remarque de Madame Rambaud-Paquin, qui disait tout à l'heure que finalement, cette démarche RSE, elle était productrice de valeur pour la marque, puisque moi ça m'intéresse, puisque je gère des marques. Et la question que je me posais, c'était à l'inverse, un réseau qui ne s'intéresserait pas à une démarche RSE, est-ce que ce serait potentiellement une moins-value de marque à terme? D'autant plus qu'on peut imaginer que, comme pour le RGPD, finalement, à moyen terme, toutes les entreprises vont avoir une démarche RSE. Voilà, j'encourage notre salle à distance, vous également, bien sûr, à préparer à votre tour une proposition. On fait un pas vers les chercheurs et Madame Weslati en particulier. Oui, merci Eric Schall pour ces questions. Donc, je vais essayer d'y répondre avec les éléments dont j'ai à ma disposition, donc, et à partir de l'étude consommateur. Donc, d'abord, comment tangibiliser? Moi, je dirais que tangibiliser par les différents efforts et par la communication autour de ces efforts, tout en restant humble et dire ce qui reste encore à faire, en fait. C'est aussi simple que ça pour moi, je trouve. Et je fais la référence à une enseigne en particulier, et ça va permettre en quelque sorte de répondre à la deuxième question. Dans une enseigne que j'ai fréquentée personnellement, donc, où on trouve sur des écrans télé, etc., une promesse aux consommateurs autour des engagements RSE, des efforts au niveau écologique, social, sociétal, et on développait tout ça en disant, on n'a pas, peut-être que là je vais dire qui est l'enseigne, mais pour résumer, donc on a encore des choses à faire, on a encore une distance à parcourir, donc, mais on compte aussi sur vous pour nous aider à le faire. Donc, et ça, je trouve que c'est superbe, tout simplement. Et donc, je reviens à la deuxième question, qui est celle de la particularité de la franchise, éventuellement. Oui, la franchise, elle est particulière dans l'aide à la communication autour de la RSE, parce qu'on a ces franchisés qui, au niveau local, vont pouvoir expliquer aux consommateurs ce qui a été fait, ce qui reste à faire, et puis de leur transmettre, en fait, parce que c'est contagieux, la RSE aussi. Hein. Donc cet engagement, il est contagieux. On peut facilement contaminer le consommateur en lui disant toute notre passion autour de ces engagements-là, et ça va aider aussi à l'embarquer. Il peut être même source de bonnes idées très intéressantes pour la stratégie globale. Je ne sais pas si j'ai répondu. Encore faut-il que les employés, enfin les vendeurs, les conseillères, etc., soient en capacité de porter aussi ces messages, parce que parfois ils n'osent pas se lancer en se disant qu'ils vont se trouver confrontés à des questionnements auxquels ils ne savent pas répondre. Moi, j'ai eu l'expérience dans un magasin chez Maison du Monde, où il y a un grand panneau derrière la caisse avec marqué nos mobiliers sont faits à partir de bois de forêt géré durablement. Et en fait, à la question que posait quelqu'un devant moi, la caissière, elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Donc elle a répondu, ça veut dire que c'est du bois français.
Non, ce n'est pas ce que ça veut dire, mais faut aussi, je pense que la question de la formation des personnels qui sont en contact avec les clients est clé. Ouais. Quand je parle aussi de communication, c'est la communication avec les clients, mais aussi et surtout la communication en interne avec les franchisés et les différents collaborateurs. Ça, elle est primordiale. François Alarson. Ouais, non, mais parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans votre étude, c'est l'analyse sémantique. Nous, on a fait le choix de ne pas communiquer sur notre politique RSE, mais c'est un choix. Il y en a d'autres qui choisissent de communiquer, qui le font très très bien, et ça marche. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans votre étude, c'est la sémantique, et c'est le bravo ou le merci. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas un bravo pour une promotion, par exemple, c'est très rare. Vous faites moins 34% sur du foie gras à Noël, personne ne vous dira bravo. Les gens, ils vont dire bonne affaire, etc., etc. Il y a très peu de choses quand on est une marque qui peut susciter un bravo, et je trouve que ça dénote assez de l'importance que peut avoir la RSE dans une stratégie de communication quand elle est bien faite, parce qu'à l'inverse, elle est aussi un peu casse-gueule, pardonnez-moi le mot, mais voilà. Mais par contre, ça prouve que c'est très fort comme sujet. C'est un sujet qui peut générer un attachement dingue. Encore une fois, ça dépendra de la façon dont on communique autour de la RSE. Donc on va pas se vanter d'être parfait. Personne n'est parfait. Il y a pas mal. Patagonia, à ce niveau-là, est vraiment exemplaire. Ils communiquent dans les boutiques ou en fait en communication externe sur, par exemple, voilà le chemin qui est parcouru par un vêtement qui atterrit dans votre dressing. Donc on voit que ça fait 26 000 km autour de la Terre. Et donc voilà ce qu'on va faire pour réduire, ce qu'on fait pour réduire les émissions. Voilà ce qu'on fait sur les conditions sociales de fabrication. Mais voilà aussi ce qu'on n'a pas encore réussi à optimiser, et effectivement on peut avoir besoin de vous pour le faire. C'est une communication très transparente. Tout à fait. Sur les défauts comme les qualités. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans votre remarque tout à l'heure, c'était cette notion de focalisation, parce que finalement plus on est centré entre guillemets sur des choses importantes, moins elles sont nombreuses, et plus c'est facile entre guillemets d'arriver à la gérer, d'avoir un résultat, donc d'être honnête. Et si on est honnête, je suppose qu'on est perçu comme tel par les clients. François Alarson, tout à l'heure, on a vu dans la première table ronde, je crois, peut-être dans la seconde, pardon, ce verbatim d'un consommateur disant c'est du marketing, avec un petit côté culpabilisateur, incriminateur finalement. Tout ça, c'est du washing annoncé, etc. Vous qui êtes un homme de marketing et de stratégie, est-ce que vous diriez que c'est plutôt un compliment, et comment vous renversez les choses en disant oui, c'est du marketing, je l'assume, et voilà à quelles conditions d'ailleurs on le met en œuvre? C'est une bonne question. C'est dur d'y répondre parce que honnêtement, au-delà même de la conviction, toutes les actions qu'on prend nous sur la RSE, on en attend un ROI assez direct. Donc on sait pourquoi on le fait. Il y a de la conviction, évidemment, c'est ce qui nous tire, mais on sait aussi que pour convaincre nos franchisés, pour convaincre nos réseaux, intégrés aussi d'ailleurs, parce que c'est aussi la question qui est ici, il faut qu'il y ait du résultat. Donc la question du marketing, chez nous, elle est vraiment secondaire en fait. On ne prend vraiment pas le sujet comme ça. Et demain, on me dirait c'est du marketing. Est-ce que je vous dirais oui, ça enrichit la marque, sa valeur immatérielle. Pas que, oui, c'est vrai, c'est réducteur. C'est un traitement des objections. Avant, mais ouais. Oui, on vous dirait oui. On dirait oui, d'accord. Alors, on a une question. Je voudrais juste être sûr que dans notre auditoire, on n'a pas de proposition. Si, on va vous équiper, madame, je crois. Et passer par la team à distance. On lit cette question. Voilà, de façon globale, la franchise française ou la franchise par rapport aux succursalistes, combien de points d'avance? Qui saurait... Je vais bien répondre à tout. Non, mais moi, je dirais qu'en France, on est plutôt en avance, et en Europe, on est plutôt en avance par rapport à d'autres pays, mais ça, c'est indépendamment de la franchise. Et après, j'ai envie de dire qu'on est tous en retard, tellement les enjeux sont colossaux. Tout à l'heure, j'avais pris l'image de la vague, là, dans laquelle on dit qu'en gros, la crise Covid, c'est l'apéritif par rapport à ce qui nous attend derrière sur la biodiversité et sur le climat. Donc, on est hyper en retard. Donc, voilà, il est urgent d'y aller, quoi. Alors, les réponses peuvent être apportées aussi par vous-même
et notre salle à distance. Madame Benagmouche. Oui, je vais répondre, en tout cas à travers la recherche que nous on a faite. On ne peut pas répondre à cette question parce que pour cela, il aurait fallu faire une étude comparative entre les différents types de réseaux pour pouvoir. Mais ça peut être effectivement une perspective de recherche. Un indice, François Larson. Moi, je peux vous répondre pour Franprix, mais ça ne doit pas en faire une généralité. Ce que je peux dire, c'est que nous, le parc intégré, on le voit comme un incubateur de solutions. Donc, par définition, on va tester des choses sur le parc intégré avant de le pousser à la franchise ou non. Donc, par définition, le parc intégré a toujours une petite longueur d'avance par rapport au parc franchisé. Ça ne fait pas de lui un meilleur élève, mais en tout cas, il a la primeur d'un certain nombre de choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur la différence de perception, ou en tout cas de préhension du sujet, évidemment qu'il y en a une, c'est un des vrais sujets d'ailleurs, moi je trouve, tant sur la communication que même sur la première table ronde qu'il y a eu tout à l'heure. Il y a la vision du siège sur ce qu'il doit faire en termes de RSE, et puis il y a la vision du franchisé. On n'est pas sur les mêmes échelles. Un franchisé, c'est son destin, c'est son affaire, c'est sa vie. Donc il y a évidemment un aspect économique, mais au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect, on l'a bien vu sur la table ronde de tout à l'heure, lui va être beaucoup plus investi dans la vie locale, etc., parce que c'est son quotidien, c'est sa vie, c'est son activité, c'est son business. Et puis il y a des choses très pratiques qu'on ne soupçonne pas. Moi, par exemple, une personne justement dans la RSE, dans mes équipes, qui est passionnée du sujet déchets. Mais vraiment, ça la passionne, le sujet des déchets. Ouais, les déchets en magasin. Moi, je trouve ça un peu pénible, pour être tout à fait honnête, et j'ai du mal à me mettre dedans. Et je l'ai envoyé voir et puis, ça n'intéresse pas du tout les réseaux intégrés. Et je l'ai envoyé voir des franchisés justement pour qu'elles testent un peu sa solution, etc. Et eux, en fait, ils étaient passionnés. Mais pourquoi ? Parce que c'est leur quotidien. Parce que les déchets, ils sont en magasin tout le temps, et que quand la mairie de Paris n'est pas à l'heure, quand vous avez un bac trop petit, quand vous avez quelque chose, c'est un vrai sujet pour eux. Donc il y a vraiment, il y a plein de choses qui expliquent que la perception n'est pas la même et que la façon de prendre les sujets n'est pas la même. Bonjour madame. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à l'étude, et puis ça entraîne le reste. Est-ce que cette étude a été faite par tranche d'âge ? Parce que tout simplement, la RSE n'est pas du tout ressentie de la même façon chez les plus jeunes et chez les plus âgés. On sait que les plus jeunes, ils vont beaucoup plus facilement. Donc, est-ce qu'on a des résultats justement sur les différents types de personnes qui sont en fonction de leur âge ? Alors, l'échantillon de 13 personnes est plutôt diversifié. Il y avait toutes les tranches d'âge qui étaient représentées dans cet échantillon. Les détails, ils seront, c'est vrai qu'on aurait peut-être dû les mettre ici, mais vu le temps consacré à cette présentation, vous pourriez quand même avoir tous les détails dans le rapport qui sera bientôt déjà disponible sur le site de la FFF. Voilà. D'accord, parce que je pense que c'est très intéressant pour les enseignes, notamment pour la communication, parce qu'on ne communique pas de la même façon sur toutes les tranches d'âge actuellement. Exactement. Donc, on a essayé de varier dans les tranches d'âge, mais aussi dans les catégories socio-professionnelles. Merci. Madame Rambaud, si je dois organiser avec mes franchisés une learning expédition dans une marque ou sur un lieu, vers où nous envoyez-vous ? Moi, j'aime bien l'exemple de Carglass, parce que je trouve que c'est une enseigne qui s'est lancée il y a super longtemps, enfin, sous l'impulsion d'ailleurs du président précédent qui était très moteur. Je trouve qu'ils ont mis en place des actions RSE au niveau du siège, évidemment, puis qui ont été déployées dans tous les centres. Ils ont mis en place un réseau de correspondants assez tôt. Ils ont mobilisé les formateurs maison pour qu'ils déploient des actions de sensibilisation sur ce sujet, etc. Là, par ailleurs, pour les franchiseurs, ils viennent de mener des actions hyper intéressantes sur tout ce qui est télétravail. Ils ont complètement reconçu leur siège. Ils sont sur du flex office. Ils ont accompagné les managers dans les nouvelles modalités de management. Enfin, je trouve que c'est une enseigne très complète où il y a des choses au niveau franchiseurs et franchisés intéressantes à aller benchmarker. Nouvelle question de notre team à distance. Madame Weslati, en la reformulant ou pas d'ailleurs, qu'est-ce que vous en faites ? Oui, alors pensez-vous que le consommateur considère que la franchise est une forme organisationnelle responsable ? Moi, je dirais que oui, à travers les différents éléments que nous avons présentés, les différentes proximités que nous avons identifiées. Donc, on parle de mon magasin, c'est le magasin, par exemple, Yves Rocher, pour faire un petit clin d'œil à Yves Rocher. C'est celui du centre-ville que je préfère et pas celui du centre commercial, je sais lequel. Donc, il y a cette identification d'une particularité dans un magasin en particulier. Donc, oui, le système de franchise se distingue
distingue des autres formes, il me semble, du point de vue du consommateur, même si ce dernier, il ne fait pas la différence entre franchise, coopérative ou autre. Hein. Mais c'est vrai que la manière dont il formule les réponses sous-entend qu'il considère ou il préférerait éventuellement la présence en franchise. François Larson. Ah oui, non, totalement d'accord. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Enfin, encore faut-il que le contrat soit équilibré entre franchiseurs et franchisés, etc. Mais sous réserve de ça, oui, parce que vous n'aurez pas plus investi que le franchisé, en fait. C'est un destin de vie, hein, pour lui, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc, par définition, pour la plupart, quand ils sont bien recrutés, que le travail a été bien fait par rapport à l'enseigne, etc. Mais évidemment, c'est celui qui sera le plus à même de comprendre son territoire et de s'y adapter et de traiter un certain nombre de sujets. Mais encore une fois, que ce soit de la responsabilité ou d'autres, hein, c'est valable sur l'ensemble de l'activité, selon moi. Rosemary Moins, je vous propose de donner le micro à monsieur. C'est très rapide, c'est juste que Carglass, c'était pas une franchise. Autant pour moi. Voilà, mais toutes les sensibilités sont bienvenues, dès lors que c'est en réseau. On va dire la Micaline, alors. Ah, la Micaline. Alors pourquoi la Micaline? Dans le micro, pardonnez-moi. Non, mais ils viennent notamment de labelliser leurs magasins commerçants responsables. Ça, c'est un autre débat. Est-ce qu'à terme, vous pourrez rendre visible, je ne sais pas comment, mais par des logos ou par quelque chose, le fait que l'enseigne est vraiment engagée? On a eu tout un débat autour de Bicorp, parce que voilà, certaines enseignes se disaient on va devenir Bicorp et le rendre visible. Bicorp, c'est un label qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne connaissais pas celui-là, pardon. Non, mais après, donc à quel moment peut-on utiliser un label qui est plutôt un label d'enseigne et de franchiseur pour communiquer au niveau des magasins? Donc voilà. Donc la Micaline, alors. Et autant pour moi, pardon, sur Carglass. Merci. François Larson, on termine avec vous. Quel est le chantier depuis 7-8 ans que vous pilotez cette RSE? Quel est le chantier révolu avec des résultats tangibles qui laissent à croire que c'est bancable d'investir dans la RSE? Ouais, le plus simple, c'est le gaspillage alimentaire. La réduction du gaspillage alimentaire avec les invendus. Donc Phoenix, Too Good To Go, ce genre de solutions, vous pouvez commander des paniers de produits en fin de vie, etc. Ça a été un vrai tournant pour la RSE, je pense, ce truc-là, parce que c'est la première fois qu'il y a un sujet d'aussi grosse ampleur en tout cas dans l'alimentaire, hein, dans le commerce alimentaire, un sujet aussi important que le gaspillage alimentaire, ne serait-ce que d'un point de vue économique, parce qu'on se parle quand même de centaines de millions d'euros par an. On ait trouvé une solution responsable qui soit en plus économiquement très viable pour celui qui l'opère. Donc ça a opéré un vrai changement de mentalité chez les gens, en fait. Et ça fonctionne très bien. Et ça a été un vrai virage, selon moi. Le virage est à prendre maintenant, c'est celui du retour vers vos collègues en salle. On vous remercie tous avec quelques applaudissements.